8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le président du Rassemblement National. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Connaissez-vous le supplice chinois de la goutte d'eau ? Expliquez-moi. À intervalles réguliers, une goutte d'eau après l'autre sur le front, ça ressemble un peu à chaque défection dans votre camp pour rallier Éric Zemmour. C'est extrêmement fin. C'était le cas hier avec l'eurodéputé RN Maxette Pirbacas, guadeloupéenne, véritable porte-voix dans les Outre-mer, qui a annoncé son ralliement au camp Zemmour. Un départ de plus, où s'arrêtera l'hémorragie ? Écoutez, nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle que certains souhaitent, parce qu'ils n'ont pas obtenu au sein d'une famille politique, changer de famille politique. C'est leur droit. Je regrette la méthode dans laquelle cela se fait, puisque les quelques personnes, je vous rappelle qu'on a 30 parlementaires, on a 3 parlementaires qui ont fait le choix de soutenir la candidature d'Éric Zemmour, partent sans passer un coup de téléphone. Je trouve ça particulièrement pitoyable et déloyal. Mais je pense que cette élection présidentielle ne peut se faire sur de la politique politicienne. Je pense que tout cela n'intéresse personne, que les Français attendent de savoir ce que nous allons proposer pour leur pouvoir d'achat, pour leur sécurité, pour arrêter l'immigration. Mais vous minimisez malgré tout Marine Non, c'est Le pas que Pen. je minimise, c'est que je pense fondamentalement que tout cela n'intéresse pas les Français. Mais qu'est-ce que cela dit sur la clarification idéologique Lorsque vous parlez de gens que personne ne connaît, qui changent de mouvement politique, je pense fondamentalement que ça n'intéresse personne. Après, c'est vrai, pour vous répondre sur la question que vous venez de me poser, c'est vrai qu'il y a une clarification aujourd'hui idéologique. Éric Zemmour, il souhaite, et il le dit d'ailleurs, faire l'union de la droite. Il souhaite sauver la droite, comme s'il y avait une revanche à prendre sur la gauche. Des droites, de la droite classique et de la droite hors les murs. Oui, il crée pour l'instant une troisième droite, puisque pour l'instant, moi je ne souhaite pas m'allier, si vous voulez, avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. Nous souhaitons faire l'union de tous les patriotes, l'union des Français, quelle que soit leur sensibilité politique, quel qu'ait été leur choix politique passé, parce que je pense fondamentalement que cette élection présidentielle est un choix de civilisation. Et je dis aujourd'hui que Éric Zemmour se bat pour la 4e place avec Jean-Luc Mélenchon, dans toutes les intentions de vote. Marine Le Pen, dans toutes les intentions de vote, se bat pour la 1re place avec Emmanuel Macron. Donc je dis juste que voter pour Éric Zemmour aujourd'hui, qui est aujourd'hui situé à la 4e place de la présidentielle, c'est affaiblir le camp national et c'est permettre peut-être de qualifier Valérie Pécresse et Emmanuel Macron au second tour. Malgré tout, donc je dis que toutes les voix patriotes doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour. Ces soutiens partent vers le camp Éric Zemmour. Et d'ailleurs, Marine Le Pen réunira ce soir toutes les instances pour remobiliser les troupes. Vous avez porté quand même des accusations conséquentes à l'encontre du candidat Éric Zemmour et ses soutiens qui, selon vous, promettent de l'argent aux membres du Rassemblement National prêts à les rejoindre. Est-ce que vous avez rien que le début d'une preuve ce matin ? Non mais madame, moi ce que j'ai dit correspond. Je suis à la tête d'un mouvement politique aujourd'hui qui compte plusieurs centaines d'élus partout en France. Et un certain nombre de nos élus, y compris des élus qui sont très haut placés, ont été démarchés par les équipes d'Éric Zemmour, à qui on a proposé des contrats de travail, à qui on a proposé des moyens illimités pour faire campagne. Je cite les témoignages de gens qui sont partis. Pour faire campagne, ça s'appelle faire campagne. Aux élections législatives. Je veux dire, on peut s'affronter sur le terrain idéologique, on peut confronter les projets sans, si vous voulez, aller à la pêche dans le camp adverse matin, midi et soir ou tenter d'utiliser des méthodes déloyales. Maintenant, moi, je le dis de manière claire, sur le plan politique, c'est une chose, mais il n'y a pas d'argent qui a été proposé. Je ne souhaite pas rentrer dans une... Ce sont des accusations graves quand même. Si on propose de l'argent... Non, on propose des contrats de travail, on propose des moyens pour faire campagne, on propose des moyens, on utilise l'argument des élections législatives pour proposer des circonscriptions, mais je veux juste te dire que moi, je ne veux pas rentrer, et Marine Le Pen ne veut pas entrer dans une guerre avec Éric Zemmour, parce que notre adversaire, ce n'est pas Éric Zemmour. On peut avoir des points d'accord, on peut avoir des points de désaccord, mais je dis juste qu'aujourd'hui, voter pour Éric Zemmour, qui est aujourd'hui situé à la 4e place, c'est permettre au second tour la qualification, parce que ça affaiblit Marine Le Pen, de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron. Or, je pense que les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes et que beaucoup auraient la gueule de bois au lendemain du premier tour, en se réveillant et en voyant afficher sur les écrans un second tour Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, ce qui ne changerait strictement rien. Donc je pense que la situation du pays exige que l'on se rassemble et que l'on se rassemble derrière la candidate qui est aujourd'hui la mieux placée, à la fois au premier tour et à la fois au second tour, puisqu'elle est donnée avec les marges d'erreur à quasiment égalité avec Emmanuel Macron et donc en capacité de l'emporter, pour faire en sorte que le camp des patriotes, que les idées nationales puissent l'emporter et surtout qu'on évite la réélection d'Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est cela l'enjeu et c'est l'enjeu qui doit nous rassembler. Qu'en face, ils ne le sont pas ?
Je pense qu'Emmanuel Macron, non, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas un patriote. Je pense que quand on a, si vous voulez, passé 10 ans maintenant qu'il est en politique, il est entré en 2013-2014 puisqu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée puis ministre de l'économie, à brader les intérêts français comme on l'a fait par exemple avec Alstom, c'est-à-dire en vendant les intérêts industriels de la France à des puissances étrangères, parfois à des puissances privées. On ne défend pas les intérêts français. Quand on fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, alors qu'une grande partie des Français souhaitent aujourd'hui arrêter l'immigration dans notre pays, on n'est pas patriote. Donc je pense que le prochain président de la République sera patriote ou ne sera pas, et que seule Marine Le Pen peut porter au pouvoir des idées qui sont partagées par une très large partie du pays. Emmanuel Macron prend son temps et il le dit ce matin dans La Voix du Nord, pas de candidature tout de suite tant que la situation sanitaire n'est pas finie et la situation en Ukraine stabilisée, président quasiment jusqu'au bout. Oui, mais c'est une forme de, si vous voulez, c'est une forme de déloyauté, là encore. Je veux dire, Emmanuel Macron se dissimule derrière la fonction présidentielle pour ne pas entrer en campagne. Comme l'ont fait tous les présidents quasiment de la Ve République. C'est une drôle de conception de la démocratie. C'est la Ve République. Emmanuel Macron avait dit il y a quelques jours, et quelques mois, il avait dit qu'il vienne me chercher. Vous vous souvenez, la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux, il avait dit qu'il vienne me chercher. Donc je pense qu'il doit maintenant sortir de sa cachette et venir dans l'arène débattre de son bilan. Parce que les Français aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Il y a un sondage Odoxa qui est sorti il y a quelques jours qui dit que 75% des Français disent avoir perdu du pouvoir d'achat depuis un an. Le prix à la pompe frôle aujourd'hui les 2 € le litre. Mais il agit justement en tant que président sur ces sujets-là. Ah bon? Sur quoi? Non, il n'y a pas eu de limitation par rapport à la facture d'électricité en jouant sur EDF. Il n'y a pas eu de chèque inflation. Il n'y a pas eu le prix des carburants n'a cessé. Il y a eu des aides quand même, monsieur Bardella. Oui, mais je vais vous donner un exemple. La facture moyenne de gaz pour une famille, facture annuelle, c'est 800 €. Avec l'augmentation des tarifs du gaz de 40% depuis le mois de février, on est passé à 1250 €. Il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre pays qui n'arrivent plus à boucler les factures de gaz parce qu'ils se chauffent au gaz, qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité, qui n'arrivent plus à mettre de l'essence dans leur voiture et qui limitent leurs déplacements. Donc nous proposons une chose très simple que le gouvernement refuse de faire, c'est de faire de l'ensemble des produits énergétiques des produits de première nécessité et d'abaisser la TVA, les taxes, puisque vous savez que je veux dire, sur les carburants, il y a 60% de taxes. C'est une folie. Il faut mettre fin à ce racket fiscal, passer la TVA de 20% à 5,5, ce qui fait que sur un plein de 40 litres, les Français gagneront 8 €. C'est une mesure de bon sens que nous mettrons en œuvre dès le lendemain matin de notre élection. Ce sont vos propositions. Et pour pouvoir le faire, il faut obtenir sur le plan politique les parrainages. Le Conseil constitutionnel Jordan Bardella a publié la première liste des parrainages validés des candidats. 34 pour Valérie Pécresse, 14 pour Éric Zemmour, 105 pour Emmanuel Macron, pas encore candidat, 2 pour Marine Le Pen. On comprend par ce chiffre, et expliquons-le à nos auditeurs, que les élus, j'imagine, vous envoient directement au siège de votre parti les parrainages. Ils envoient les promesses, bien sûr, mais vous savez que ce qui rend d'ailleurs complexe et ce qui entraîne une difficulté supplémentaire pour tous les candidats, c'est que les parrainages ne sont pas anonymes et que beaucoup de maires craignent d'avoir des pressions. Aujourd'hui, je le dis de la manière la plus claire que ce soit, vous craignez de ne pas les avoir, nous n'avons pas les parrainages. Monsieur Bardella, est-ce que c'est, certains vous le demandent, est-ce que c'est du bluff, de la victimisation, ou est-ce qu'il y a véritablement une crainte de ne pas les avoir? Non, il y a véritablement une crainte. Comprenez bien qu'un parti comme le nôtre, qui est aujourd'hui donné en capacité de remporter l'élection présidentielle, n'a aucun intérêt à faire du bluff sur ce sujet. Donc nous n'avons pas aujourd'hui les parrainages. On est autour des 430 promesses de parrainage qui seront déposées sur le site du Conseil constitutionnel. Mais moi, j'en appelle aux maires et leur dire que cela poserait un problème démocratique, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Donc on nous aura tout fait. En 40 ans de vie politique, on nous aura tout fait. Mais c'est vrai que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, que ce soit Marine Le Pen, nous avons les plus grandes difficultés du monde puisque les municipalités, les collectivités sont tenues en grande partie, les agglos par les mairies LR, par les collectivités, les Républicains ou Parti Socialiste, par la droite et par la gauche, qui donc verrouillent le système et en quelque sorte ça pose un problème. Donc il faudra revenir après la présidentielle, puisque maintenant c'est tard, sur l'anonymisation des parrainages. C'est un problème démocratique pour vous, y compris pour d'autres candidats. Vous avez raison de le rappeler, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ça veut dire aussi que vous comprenez ces élus qui peuvent parrainer Éric Zemmour, y compris des élus qui vous ont fait une promesse à vous? Éric Zemmour n'est pas dans la même situation que nous, puisque Éric Zemmour... Il dit pourtant la même chose. Non, puisque c'est Valérie Pécresse qui donne les parrainages à Éric Zemmour. Éric Zemmour le dit lui-même, et les élus LR nous le disent d'ailleurs en privé. Je veux dire, l'intérêt de la candidature d'Éric Zemmour, qui est aujourd'hui aux alentours de 12%, c'est de permettre à Valérie Pécresse de se qualifier au second tour. Donc Éric Zemmour l'a dit d'ailleurs sur C8 il y a quelques jours, il a dit Valérie Pécresse
Pécresse doit me donner les parrainages, sinon elle n'a aucune chance d'être au second tour de l'élection présidentielle. Donc vous voyez, je comprends pas la plus-value, si vous voulez, aujourd'hui de la candidature d'Éric Zemmour, sachant que sur les mesures, en tout cas programmatiques, il a repris une grande partie de ce que proposait le Rassemblement national. Il y ajoute une forme de brutalité qui, à mon avis, l'empêchera de toute manière de dépasser les 10-12% le jour de l'élection. Donc la division du camp national ne sert que les candidats du système. Permettez-moi de vous la dire, parce qu'il y a une véritable clarification idéologique entre deux lignes, Marine Le Pen et Marion Maréchal, qui pourraient rejoindre le camp Zemmour. Marion Maréchal parle du grand rassemblement, pas Marine Le Pen. Marion Maréchal est conservatrice sur des questions sociétales comme le mariage pour tous, pas Marine Le Pen. Marion Maréchal est libérale sur le plan économique, pas Marine Le Pen qui est étatiste. Voilà les deux lignes, voilà la clarification. Mais nous avons des divergences. Bon, alors nous avons des divergences. Donc il y a un intérêt qu'il y ait une autre candidature, parce qu'il y a deux lignes. Non, mais ce qui est essentiel, c'est dans cette élection présidentielle, c'est la survie de la France. Monsieur Bardella, s'il y a deux lignes, donc il y a un intérêt qu'il y ait une autre candidature. Mais il y a en tout cas des sensibilités différentes. Éric Zemmour a choisi une stratégie qui est celle du buzz, qui est celle de la polémique permanente, qui est celle finalement de réunir autour de lui les chapelles. Heureusement que vous n'êtes pas dans la brutalité. Je ne crois pas que nous sommes dans la brutalité. Je pense que le sérieux a changé de camp. Et puis on a des désaccords sur le fond. Quand Éric Zemmour explique qu'il souhaite faire payer l'augmentation 50% en réalité du prix de l'essence des salariés aux patrons et aux patrons de TPE-PME, moi je suis en désaccord avec cela. Parce que je pense que les patrons de TPE-PME, ils ont déjà beaucoup de contraintes, ils ont déjà énormément de choses à payer, énormément de normes avec lesquelles ils doivent faire face, et que évidemment faire peser sur eux l'augmentation des prix de l'essence serait une pure folie. Donc Éric je vous ai Zemmour, donné qui mes dans réponses. Certains sondages est à 14, mais on ne va pas rentrer dans la bataille des intentions de vote. Il est aujourd'hui en quatrième, il est aujourd'hui en quatrième position. Donc juste que toutes les voix patriotes doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour. Sur la situation au Mali, c'est important. Après l'expulsion demandée de l'ambassadeur français, le Rassemblement national a appelé à bloquer les transferts de fonds et aussi l'aide au développement. Mais bloquer l'aide au développement, Jordan Bardella, pour punir la junte malienne, est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de faire prospérer l'islamisme qui nous vise aussi ? Vous coupez l'aide au développement. La manière dont a été expulsée l'ambassade de France au Mali est un scandale. C'est un scandale et c'est une injure au travail d'abord de coopération que fait la France avec le Mali depuis des années, et une injure à l'armée française qui a envoyé, je vous le rappelle, plusieurs dizaines de ses soldats verser leur sang là-bas pour, c'est vrai, lutter contre le fondamentalisme islamiste et éviter que ne se reconstitue un califat aux portes du Maghreb, qui aurait évidemment des conséquences comme l'a été Daesh sur le territoire européen, mais aussi pour assurer la sécurité du Mali. Donc c'est évidemment un problème majeur. Je pense que la France doit se faire respecter, et nous avons pour cela des leviers importants, au premier desquels les transferts de fonds. Je vous rappelle que l'aide au développement pour le Mali, c'est 206 millions d'euros de la France qui sont versés chaque année. Donc la France doit se faire respecter. Mais ce qui est en jeu aussi, Jordan Bardella, c'est l'influence, il faut le rappeler, grandissante des Russes, et en particulier quand même des mercenaires de la force paramilitaire Wagner, qui selon de nombreux reportages, certainement vous les avez vus, ont fait en sorte que l'image de la France soit ternie. Jean-Yves Le Drian dit aussi qu'il spolie le Mali. Est-ce que vous dénoncez, vous condamnez aussi l'action russe au Mali, en Afrique ? Oui, je pense que la France n'a pas assuré, si vous voulez, la sécurité d'un État avec des mercenaires, russes, dont ce n'est pas le rôle. Mais ce qui se joue là-bas est capital. Et capital parce que c'est un enjeu de sécurité, et que je vous rappelle que la France a envoyé des soldats au Mali, que nous donnons beaucoup d'argent pour le développement du Mali, que nous accueillons par la même occasion, c'est intéressant de le rappeler, des milliers de Maliens chaque année sur le territoire français. Donc on ne peut pas se faire, si vous voulez, marcher dessus par une junte militaire. Donc il faut engager le débat. Il faut engager le débat. Moi je pense que le maintien de la force Barkhane là-bas, elle est nécessaire. Vous engagez le débat ou vous bloquez l'aide au développement ? Ce sont deux sites. Écoutez, il y a un débat, on se met autour de la table, et si le Mali, en tout cas la junte militaire, souhaite effectivement expulser nos diplomates et continuer la pression diplomatique à l'égard de la France, alors à ce moment-là, nous userons des moyens de diplomatie les plus fermes. Mais j'entends bien, ce qui m'interpelle, Jordan Bardella, c'est vous dénoncez avec virulence, comme vous le faites, et peut-être à raison, la réaction de la junte malienne quand elle humilie la France, et vous voulez des sanctions, mais lorsqu'il s'agit de la Russie qui provoque en Ukraine, alors là, vous n'élevez pas la voix. Pourquoi c'est un jeu ? Non, mais je vois pas le rapport, madame. Il n'y en a aucun ? C'est notre politique internationale, notre manière ce que d'agir nous disons à l'égard. Non, mais si vous voulez, on peut parler de l'Ukraine, mais en 25 secondes, pas de lien dans tout cela. Il y a une influence russe en Afrique. Ça va être difficile. Vous savez que nous souhaitons des relations équilibrées avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie. Il y a en Ukraine des provocations de part et d'autre, et qu'évidemment que le fait de déployer 100 000 soldats à la frontière entre l'Ukraine et la Russie est une provocation qui vient répondre à toute une série de provocations, dont des provocations américaines, dont je vous rappelle que des bombardiers, que ce soit des navires ou des avions, ont volé
en mer Noire et ont constitué des provocations pour la Russie. La Russie ne souhaite pas voir revenir l'OTAN, et on peut les comprendre d'ailleurs par l'intermédiaire des États-Unis à sa frontière. Donc il y a des provocations des deux côtés. Je dis juste que la France doit avoir un message d'apaisement, un message de désarmement des deux côtés, et surtout doit être équilibré. Je veux dire, on peut plus être ad vitam aeternam le vassal des États-Unis d'Amérique. Et vous savez que nous souhaitons, nous, en matière de liberté et d'indépendance, sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Deux questions d'actualité qui vous concernent pour terminer cet entretien, Jordan Bardella. Comment vivez-vous votre mise en examen ? Précisez pourquoi. Que les auditeurs qui nous écoutent le comprennent. Vous alliez le faire, mais je le fais à votre place, pour avoir qualifié la ville de Trappes, je cite, de république islamique. J'ai reçu la notification de ma mise en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de république islamique en rentrant chez moi hier, dans une période où nous apprenons que des journalistes, et notamment une de vos confrères de M6 et un habitant de Roubaix, ont été placés sous protection policière pour avoir pas seulement dénoncé, mais simplement décrit le réel et montré la progression de l'islamisme dans la ville de Roubaix. Donc moi je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de voir d'innombrables quartiers en France se transformer. La justice est-elle islamisée ? Elle est islamisée ? Je dis que quand on persécute, que ce soit physiquement, comme c'est le cas pour les djihadistes, avec des menaces, parce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous protection policière, ou par la justice, comme c'est le cas aujourd'hui des magistrats, ça pose un véritable problème de démocratie. Ça en dit long sur l'état de notre pays. Et ce qui veut dire que cette présidentielle sera aussi évidemment un enjeu de civilisation, mais c'est aussi un enjeu de sécurité, parce que l'islamisme aujourd'hui a pris le pouvoir dans beaucoup de quartiers et nous sommes les seuls à nous y opposer, à avoir une loi, un projet de loi et des mesures pour y répondre. Merci d'avoir été notre invité ce matin, et permettez-moi, parce que ce sujet nous permet évidemment de marquer notre soutien, évidemment à notre consoeur Ophélie Meunier, également au lanceur d'alerte Amine El-Bailly et à la réalisatrice de ce documentaire. C'est très important que nous soyons tous unis au-delà de nos différences sur ce sujet. Vous avez raison, et vous n'avez pas été nombreux à le faire parmi votre profession. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Effectivement, Sonia, vous avez tout à fait raison dans vos mots. Merci à vous. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. Dans un instant, la carte blanche.